Bienvenue au sein de cette émission politique. Bonsoir à tous. Nous avons en plateau José Toribio qui nous vient de la commune de Lamentin et avec lui, bien sûr, nous parlerons de différents sujets. Je veux juste vous rappeler qu'il est le président du Parti socialiste guadeloupéen. Il est aussi conseiller municipal et communautaire donc de l'opposition. José Toribio, vous le connaissez bien puisqu'il a été le maire de cette commune. Il a aussi œuvré au niveau du conseil départemental. À l'époque, on disait conseil général. Et il a un parcours politique assez riche. José Toribio, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10. Alors, José Toribio, première question, comment allez-vous? Parfaitement bien. Regardez, constatez vous-même. Je vais très très bien. J'ai une vie normale. Et les choses se passent comme ça et vont continuer comme ça. Vous avez décidé de poursuivre votre trajectoire politique. Absolument. Vous savez, en réalité, j'ai un seul projet. Mon projet, c'est la Guadeloupe et plus particulièrement le Lamentin. Mon projet, c'est la population lamantinoise. C'est pas autre chose. Et quelle que soit ma position, aujourd'hui ou demain, jamais je ne laisserai tomber la population lamantinoise. C'est ma racine, c'est mon sang, c'est mon passé, c'est mon présent. Et vous avez encore à donner? C'est mon devenir. Vous avez encore à donner? J'ai plein de choses à donner. Et on va tenter de le faire. Alors, parlons d'un sujet avant de parler de cette pandémie qui nous a touchés. Parlons de ce sujet des élections régionales et départementales. Nous ne sommes pas encore fixés sur la date, sur le mois, sur l'année, mais en tout cas, ce sont des élections qui vont se faire cette année ou l'année prochaine, enfin on n'en sait rien pour l'instant. Mais est-ce que vous vous positionnez d'ores et déjà sur l'une de ces élections ou sur les deux? Attendez, de quoi parle-t-on? Est-ce que José Toribio se positionne par rapport aux élections départementales ou régionales? Ou est-ce que le Parti socialiste guadeloupéen se positionne, lui, sur les élections départementales et sur les élections régionales? La question n'est pas la même. Est-ce que José Toribio... Ce que je peux dire, et là je m'y engage, le Parti socialiste guadeloupéen sera présent aux élections départementales et sera présent aux élections régionales. Et va peser de tout son poids, quelle que soit la liste où le parti se trouvera. Alors, en disant aussi, bien entendu, que le Parti socialiste guadeloupéen n'a aucune chance de se retrouver sur une liste d'extrême droite et n'a aucune chance non plus de se retrouver sur une liste macroniste. Lequel courant macroniste laisse quand même des traces profondes dans l'injustice, l'iniquité du pays. Alors, est-ce que, je reprends maintenant différemment, est-ce que José Toribio se sent d'attaque pour conduire une liste aux prochaines élections régionales? Je crois que l'intérêt n'est pas de dire je vais conduire une liste. L'intérêt de dire, quelqu'un l'a dit avant moi, c'est choisir la tête de liste la plus apte à faire gagner un ensemble d'hommes et de femmes qui représentent des courants d'idées et qui représentent des projets concrets pour notre pays. Voilà. Et donc, revisiter tout ce qui s'est fait en matière agricole, revisiter tout ce qui s'est fait en matière semi-industrielle, parce qu'il n'y a pas véritablement une semi-industrie dans le pays. Revisiter le secteur tertiaire, revisiter le secteur artisanal, revisiter les métiers qui sont des métiers culturels. On a là une niche d'emploi extraordinaire, mais qu'on ne veut pas expertiser. Et ça, il faut qu'on y aille effectivement de ce point de vue-là. Bon, et ce que je peux dire, tout simplement, c'est que la direction actuelle de la région n'a pas fait pire que les directions précédentes. Loin de là. Bon, bien sûr, j'aurais souhaité que pour la Guadeloupe, il y ait un certain nombre de choses qui se fassent davantage, avec plus de force, avec plus de ténacité, avec plus de volonté. Je veux parler notamment
de l'économie sociale. Je veux parler de certain nombre de secteurs apportant de la TVA au pays et qui fait que ça promet de créer un certain nombre d'emplois pour que nos enfants puissent trouver l'emploi. José Toribio, vous n'avez jamais eu la langue de bois, et je me rappelle bien, toutes les fois où vous êtes venu sur ce plateau, vous avez toujours dit, moi je dis ce que je pense et j'y vais franco. Alors j'irai franco aussi avec vous. Si Harry Chalus, qui s'est déjà positionné pour ces élections régionales, vient vers vous et vous demande de l'accompagner sur sa liste, est-ce que vous serez partant pour le faire? Le Parti socialiste ne va pas sur une liste pour le plaisir d'être sur une liste. Le Parti socialiste guadeloupéen va sur une liste avec des idées. Pour être sur une liste, il faut qu'un certain nombre d'idées clés du Parti socialiste guadeloupéen puissent être prises en compte. Autrement, ça ne sert à rien. Nous ne sommes pas simplement des porteurs de voix. Nous sommes porteurs de voix, mais nous sommes et nous voulons être surtout porteurs d'idées, porteurs de différenciation par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, du point de vue méthodologique bien sûr, mais du point de vue des capacités à créer des idées, créer des projets. Je crois que c'est important, parce qu'il ne faut pas que le monde politique se sépare de ce qui se passe dans la réalité. Il y a un certain nombre de jeunes qui ont des créations d'entreprises tout à fait opérantes et qui sont innovantes et qu'il faut assister, qu'il faut accompagner. Bon, pas l'accompagnement dont on parle régulièrement ces temps-ci. Accompagnons. Ce n'est pas un métier d'accompagner en politique. C'est de faire des choses qui soient intéressantes pour le pays. Qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui, José Toribio, du Parti socialiste? Du Parti socialiste, je ne connais qu'un seul Parti socialiste guadeloupéen, pour commencer. Pardonnez-moi. Et l'autre, c'est le Parti socialiste français. C'est-à-dire que les gens qui sont de son parti-là sont forcément, à un moment donné ou à un autre, obligés d'exécuter ce que dit la direction parisienne. Nous prenons nos sources, et le pouvoir s'exerce en Guadeloupe, nous prenons nos orientations dans l'écoute et le dialogue avec la population guadeloupéenne. C'est aussi simple que ça. Alors, ce qui se dit... Et puis, si vous me permettez, le Parti socialiste français n'est plus socialiste. François Hollande lui-même avait dit à l'époque, nous sommes sociodémocrates. Voilà, c'est que le président de la République de ce moment-là le dise, c'est quand même relativement grave. Autrement dit, le Parti socialiste français a fait son congrès sans le tenir de Bad-Gothenburg, c'est-à-dire du Parti socialiste allemand, qui passait à un parti SPD, le Parti social-démocrate. Et le parti n'est plus socialiste, puisqu'il remet en cause des choses socialistes réelles qui ont été faites pendant que Pierre Mauroy était Premier ministre, comme les nationalisations de tous les secteurs stratégiques, effectivement, qui intéressent le pays. Ça, il faut qu'on y revienne. Le Parti socialiste, à force, a viré au rose. Et vu les temps de pluie qu'il y a ces jours-ci, avec M. Hollande, le rose est délavé et le Parti socialiste français devient un drapeau blanc, c'est-à-dire le drapeau de la royauté. Alors, dites-nous, ce qui se dit dans les couloirs, c'est que Victorin Lurel, vous l'avez entendu comme moi, ne souhaite pas conduire de liste pour les prochaines régionales. Donc, ce qui se dit, c'est que c'est au profit de Josette Borel-Lincertin, actuel président du conseil départemental. Pensez-vous que ça soit une bonne stratégie pour le PS, si tel était le cas? D'abord, je ne suis pas dans le secret des dieux de M. Lurel. Je crois que M. Lurel est un homme suffisamment intelligent, pardonnez-moi, pour dire que sa candidature ne passera pas. Et il trouve donc une solution de rechange. Libre au Parti socialiste français, représenté en Guadeloupe, de pouvoir faire ce qu'il a à faire. Ça ne me concerne pas en tant que tel. S'il s'agit de nommer quelqu'un en remplacement de quelqu'un d'autre, ça ne m'intéresse pas comme démarche. Quelle idée, quel projet, c'est ça qui compte. Et je crois que la population a assez de concours de beauté et d'élégance. Je crois que la population... C'est un compliment que vous faites à Mme Borel? Non, attendez, Mme Borel est une dame que je respecte énormément.
qui a son élégance propre et inimitée par ailleurs. Donc ce n'est pas ça. Quand je parle de concours de beauté, je parlais des hommes politiques. Madame Borel n'a pas participé à ce concours-là. Elle a les qualités tout simplement pour être sacrée au départ, sans concours et sans confrontation avec quiconque. Et en cela, je dis que le Parti socialiste français va faire ce qu'il a envie de faire. Le reste ne me concerne pas. J'attends les programmes des uns et des autres. Voilà ce qui est important. Alors maintenant, nous avons vécu et nous vivons encore une période très compliquée, une période pandémie, Covid, rapidement, hein, puisqu'il y aurait beaucoup à dire, la gestion Covid en Guadeloupe. Pensez-vous qu'elle a failli? Alors je vais être très rapide sur ce sujet-là. Chez moi, je ne vais pas m'étendre là-dessus. La gestion du Covid a été exécrable par le gouvernement et donc de fait exécrable en Guadeloupe. Plus nos incapacités structurelles à pouvoir gérer une crise sanitaire, a fortiori une crise comme le Covid. Ça, c'est entendu. Deuxièmement, aujourd'hui on se targue de vaccins. Moi je dis, 2001 je le souhaite, c'est que nous puissions vaincre le Covid, mais par des méthodes démocratiquement lisibles. Beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'on cache à la population. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites. Il y a beaucoup de non-dits. Et je ne comprends pas que des sommités médicales soient pour le vaccin et d'autres contre. Si vraiment le vaccin était bon, il faudrait que tout le corps médical soit d'accord. Et j'entends des sommités dire que c'est pas bon, que ça touche à l'ARN, que j'entends d'autres dire non, il le faut. Je vois circuler les noms des médecins qui ont touché des prébendes de compagnies pharmaceutiques. Tout ça, c'est un dossier extrêmement lourd. Je souhaite qu'on puisse vaincre ce virus-là. Donc que nous, déjà, on puisse se tenir à distance. Là, entre nous, il y a bien 6 mètres, 7 mètres de distance. Qu'on puisse se tenir à distance et qu'on puisse prendre toutes les précautions, les barrières usuellement utilisées. Il faut qu'on continue à le faire de ce point de vue-là. Et il faut qu'on trouve des méthodes qui soient, encore une fois, j'insiste là-dessus, démocratiquement lisibles. Et que tout ne se fasse pas dans les alcôves de quelques cabinets ou commissions souterraines. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas prêt à vous faire vacciner. En ce qui me concerne personnellement, toujours étant posé le principe qu'il y a liberté, je ne suis pas prêt pour le moment, parce que les médecins ne sont pas d'accord entre eux. Je veux plus de clarté. Quand j'aurai démocratiquement une lisibilité, je me ferai vacciner. D'accord. Maintenant, autre sujet, le sujet de l'eau. Alors aujourd'hui, il y a encore un débat, non pas trop le débat de cette structure unique, mais est-ce qu'il va falloir réellement passer par la loi? Est-ce que c'est important? D'autres disent c'est un petit peu ne pas donner aux élus de la Guadeloupe la possibilité de démontrer qu'ils peuvent faire et qu'ils peuvent faire sans l'État, ils peuvent faire sans loi, ils sont capables. Alors, vous qui êtes un observateur de ce qui se passe, que pensez-vous de ce problème de l'eau en Guadeloupe? Et si vous avez une piste de solution ou si vous pouvez mettre dans le tronc commun une idée, une vision, ce serait peut-être bienvenu. Alors, sur la question de l'eau, comme sur un ensemble de questions, ce que je constate et qui est vraiment très grave, c'est que le pouvoir central, de plus en plus, tend à rogner tous les espaces de décentralisation qui existent. Et donc, il y a une recentralisation du pouvoir et des choses au niveau du pouvoir central. N'est-ce pas parce que les élus ont failli? L'ancien préfet, c'était ça. Il a tout recentralisé. Que l'ancien préfet aille distribuer des citernes dans une commune de la Riviera et que le maire, très content, pose pour une photographie à côté, moi jamais je n'autorisais
Jamais je n'aurais autorisé un préfet à venir distribuer une citerne dans ma commune. Pourquoi? Jamais, au grand jamais. Pourquoi? Parce que c'est ma responsabilité d'élu, tout simplement. Et que j'ai ma fierté d'élu, je dois faire ce que je dois faire pour le peuple qui m'a confié les destinées de la commune pour 6 ans. Voilà. Et donc, la recentralisation existe aujourd'hui. Et le problème de l'eau, c'est une manifestation éclairante de ce phénomène. Comment pouvez-vous accepter, Madame Boissy, avec tous les élus que nous avons, que la création de syndicats mixtes puisse aller se faire par la loi? Quelle gifle, quel palaviré, et en bon français, quel revers marillon que ça. C'est inadmissible que ça passe au niveau de la loi. Et c'est reconnaître en même temps l'incapacité des élus guadeloupéens à pouvoir se rebeller contre ce type de situation, en dehors de leur incapacité de pouvoir s'entendre, surdimensionnés par leur incapacité à poser réellement les problèmes. Vous savez, moi, le grand syndicat, il n'est pas pour demain. On a laissé pendant des années, et l'État en est responsable, parce que l'État était chargé du contrôle de l'égalité. L'État devait surveiller les comptes du SIAG. L'État n'a rien fait, n'a rien dit. Bien sûr, il fallait protéger les entreprises qui sous-traitaient pour la SIAG, qui sont les entreprises relevant de Vivendi et autres, les amis de M. Macron. Donc le préfet ne peut faire qu'exécuter ce genre de choses. Eh bien, ce que je dis de cette affaire-là, dans le SIAG, pour que le SIAG soit arrivé là, et on a fait servir l'ancien président comme lampiste, mais il y avait un conseil d'administration, Madame Boissy. Dans ce conseil d'administration, il y avait plus de 13 communes qui étaient représentées. Si on en est arrivé là, c'est que les 13 communes ont laissé passer pour qu'on soit arrivé à ce point-là. Si on en est arrivé là, c'est que les 13 communes ont été complices. Ça se faisait devant eux. Si on est arrivé là, c'est que les 13 communes avaient des bénéfices de voyage également. Voilà la vérité. Et on demande maintenant, 13 communes sont coupables de ce qui se passe. On demande à toutes les communes de la Guadeloupe, par l'intermédiaire des communautés d'agglomération, de payer les frasques du SIAG. C'est inadmissible. Alors, allez expliquer aux gens de Sainte-Rose, qui ont toujours géré l'euro en régie directe, qu'il faut que la population de Sainte-Rose, fiscalement, prenne une partie, effectivement, de la part à prendre pour la gestion défectueuse du SIAG. Allez expliquer aux électrices, aux électeurs et aux contribuables du Lamentin, pour dire que Lamentin s'est toujours débrouillé tout seul. Lamentin n'appartient pas au SIAG. Et aujourd'hui, on dit au Lamentin, voilà, il faut payer pour les frasques de 13 communes. Alors ça arrange les 13 communes, hein, parce qu'ils savent que c'est lourd pour eux. Bon, M. Chapetit a, paraît-il, le secret, l'alcôve, la formule magique pour résorber les finances déficitaires des communes. Personne n'a jamais eu, il l'a inventé. C'est un grand magicien. Eh bien, qu'il mette ça en exemple. Bon, moi, je trouve que les premières personnes qui doivent payer sont les 13 communes qui ont laissé aller le SIAG dans cet état. La solidarité ne doit pas jouer à ce niveau-là. D'abord, la responsabilité qui doit jouer. Et derrière, s'il le faut, la solidarité. À condition que la solidarité ne vienne pas plomber les finances des communautés d'agglo, qui de ce fait se verraient démunis de leur vrai pouvoir, c'est-à-dire les pouvoirs de développement économique et d'aménagement du territoire sur l'espace guadeloupéen. Voilà. Alors tout l'argent neuf des comités d'agglomération serait entamé par le transport, par l'eau, par les ordures ménagères, et il ne resterait rien pour le développement du secteur agricole, secteur artisanal, secteur hôtelier, secteur touristique, etc., etc. Voilà, là où on va, par l'insuffisance notoire des élus guadeloupéens qui dirigent aujourd'hui. Donc il faut tous les remplacer? Le peuple est seul responsable. Et je pense que le peuple n'a pas à se plaindre, puisque c'est lui qui choisit les élus. Quand le peuple parle d'environnement, mais qui a son bras dehors
au long de sa voiture et qui jette les canettes de bière par-dessus vitre. Qui le fait? Sinon que un certain nombre de gens du peuple lui-même. Donc aujourd'hui, on peut dire que la population subit, les élus subissent? C'est entre élus et population, entre élus et électeurs, je préfère dire ça comme ça, c'est un marché de dupes. À l'époque, c'est les élus qui promettaient dans le temps ancien. Mais aujourd'hui, il y a une négociation féroce qui a lieu entre l'électeur et le futur édile, le futur maire ou conseil général. En cas voté bas, si vous fait ça, ben moins. Or, le fait ça, ben moins, c'est quoi? Ce n'est jamais quelque chose de collectif. C'est quelque chose de tout à fait individualiste. C'est recruter le fils, la cousine, etc. C'est déclasser un morceau de terre. Mais l'intérêt général n'est jamais considéré. Il est bafoué. Vous n'êtes jamais rentré dans ce jeu? Jamais, et je ne rentrerai jamais dans ce jeu-là. Parlez-moi de service public, parlez-moi d'intérêt général, et là je marche à fond. Et l'intérêt général, ce n'est pas la somme des intérêts particuliers. L'intérêt général est un concept qui est bénéfique à la généralité des hommes et des femmes qui composent le pays. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il faut revenir aux fondamentaux, il faut revenir aux basiques, il faut revenir à l'ABC de la vraie politique avec un P majuscule. Politikos, politikon en grec, veut dire les affaires relatives à la cité, et non pas les affaires relatives aux hommes et aux femmes de la cité. Donc vous n'avez jamais agi pour votre intérêt propre? Non, jamais. Et à tel point d'ailleurs que j'ai des gros problèmes avec ma retraite, puisque jamais je n'ai vérifié les fiches d'indemnité que j'ai posées et que pendant des années, mes fiches de retraite ne subissaient pas, mes fiches d'indemnité ne subissaient pas de prélèvement assurance vieillesse. Voilà, je ne regardais pas mes fiches d'indemnité. C'est là pour servir les gens. Donc vous êtes un retraité pauvre? Je suis pas riche, je suis pauvre, mais je me débrouille avec. Hein, je me débrouille avec. Parce que je ne suis pas quelqu'un d'avare en argent. Bon, maintenant, il y a une nécessité, il faut manger. Mais il y a 100 000 personnes en Guadeloupe qui sont dans une situation plus difficile que moi, parce qu'on est arrivé au taux de 100 000 personnes, de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Cela m'intéresse. C'est pour cela qu'il faut travailler. C'est pour cela qu'il doit y avoir la solidarité. Et c'est là, vraiment, l'enjeu de demain. Production, travail, solidarité. José Toribio, alors maintenant parlons de la commune de Lamentin avec ce soubresaut, je dirais, des élections qui vont être refaites. Alors est-ce que la population aura encore de l'engouement pour retourner aux urnes après des élections, on va dire, assez difficiles, puisque dans un contexte très compliqué? Oui, mais la population est toujours intéressée par les élections municipales. Et vous verrez qu'il y aura plus de participants aux élections municipales qu'aux futures départementales et régionales. Donc ça, c'est une constante qu'on a dans la vie politique citoyenne de la Guadeloupe. Maintenant, il y a des élections parce que, n'en déplaise à M. Sapoti qui se défend en parlant d'écart des voix, etc., je rappelle que M. Sapoti a été élu avec moins de 25% des voix, et que si le dispositif qui existait avant était en vigueur, il y aurait eu un deuxième tour. Il a été élu avec une voix de différence, pas deux voix. Tout le monde dit deux voix, mais c'est une voix. Il suffit qu'il y ait une voix en moins chez lui et une voix en plus chez les autres. Ben, il y avait un deuxième tour organisé. Il a été élu parce qu'il a radié 467 personnes qui votent Toribio. Il a profité de mon absence pour ce faire. Il a été élu parce qu'il a intégré, selon moi, c'est ce que je l'ai vu, plus de 100 personnes qui n'habitent pas au Lamentin, qui ne payent pas d'impôt au Lamentin sur la liste électorale. Je défie M. Sapoti de me faire un procès sur cette question-là par rapport à ce que je dis. Et donc, l'élection a été organisée de manière frauduleuse. Et dans tous les cas, tous ces éléments auraient emmené l'annulation des élections, même si le tribunal administratif a dit
sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs. C'est bien ce qui est écrit. Ça ne veut pas dire que les autres griefs ont été rejetés, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs. Celui du journal municipal qui est sorti était suffisant pour faire annuler les élections. Le journal municipal d'ailleurs, où il y a moult photos qui existent, qui sont placardées, ce sont des réalisations de José Toribio. M. Sapoti n'a encore rien fait pour la Guadeloupe. Champion du verbe, champion du parler, champion de l'esbrouf. Mais il n'a encore rien fait. Et je rappelle, et il s'en défend, je rappelle que j'ai laissé 10 millions d'euros en caisse quand je suis tombé en 2014. Il rappelle qu'il a payé les charges sociales avec... Mais les charges sociales, madame, si M. Sapoti s'intéressait aux choses du Lamentin et non pas ailleurs, ben il saurait que les charges sociales, j'ai dû intégrer, moi, toutes les charges sociales non payées par Georges Dagonière pendant 18 ans. Et donc renégocier avec la Sécu et dans un plan pluriannuel pour pouvoir éponger ça. Donc c'est pas le paiement de l'administration de José Toribio qu'il faut regarder, c'est celle d'avant. Mais il ne connaît pas beaucoup la comptabilité. Mais ce procès, c'est une victoire de Mme Renette Julia? Non, c'est une victoire de tout le monde. Bon, maintenant, la presse présente comme étant une victoire de Mme Julia. Ben, allons-y, que la presse fasse ce qu'elle veut. Hein. Vous savez, il y a des bons journalistes, mais il y en a qui ne devraient pas être du métier, tout simplement. Alors, je préfère parler des bons journalistes que parler des autres. Oui. Il y en a de très bons. D'accord. Donc, comment voyez-vous ces prochaines élections? Est-ce que vous serez du combat municipal? Est-ce que vous pensez le faire avec d'autres, notamment Madame Julia, pour renforcer les chances de l'opposition? Comment concevez-vous cela? Écoutez, vous me posez un certain nombre de questions sur lesquelles je n'ai pas de réponse. Je sais, que le Parti socialiste guadeloupéen sera présent. Je sais, que José Toribio conduira la liste du Parti socialiste guadeloupéen. C'est ce que je sais. Maintenant, des alliances avec X ou Y, on est loin de là pour le moment. On ne sait même pas à quelle date auront lieu les élections. Comment voulez-vous que je me projette? Mais ça se pense quand même en amont. On sait oui, bien mais en amont, mais faut connaître au moins la date des élections. Entre-temps, quelque chose peut arriver à n'importe quel candidat. Le Covid, par exemple, ça peut être moi, ça peut être n'importe qui. Donc, je ne fais pas de plan sur la comète, je ne lis pas dans le marc à café, et contrairement à M. Sapoti, je ne suis pas la pitié. Voilà. Donc, nous verrons au moment voulu ce qu'il convient de faire. Par contre, si vous voulez me dire quels sont les axes sur lesquels je travaillerai, je suis à votre disposition. Ça, on le verra après. Maintenant, on commence par le début. Est-ce que vous y serez déjà? Avec qui, si vous y avez réfléchi? Et ensuite, nous aurons le temps de voir vraiment, de nous appesantir là-dessus. Je vais quand même, si vous permettez. Puisque nous aurons on n'a pas la date, c'est vous qui l'avez dit. Oui. On n'a pas le mois, on n'a pas l'année. Mais je vais quand même, si vous permettez, donner quelques idées générales sur ce que je vais dire pour l'élection municipale. Puisque vous avez laissé M. Sapoti se pendre et se répandre, et s'épandre et se répandre là-dessus, la dernière fois qu'il est venu un mercredi soir, si ma mémoire est bonne. Moi, c'est d'abord l'état du patrimoine que je vais revoir. Parce que l'état du patrimoine est dégoûtant. C'est le palais de justice qui est sale, qui est comme une verrue dans le bourg. C'est l'éclairage public. Au bas du bourg, il fait nuit. Le soir, l'éclairage n'est pas allumé. Donc c'est une nuit noire. Mais depuis quand? Depuis plusieurs mois, ça existe. Moi, je passe tous les soirs au bas du bourg volontairement pour voir. C'est pas seulement là, c'est ailleurs. Ce sont des routes qui sont pas réparées. Ce sont des caniveaux qui sont pas nettoyés. C'est l'environnement qui est sale. L'herbe n'est plus coupée. Ce sont les ordures ménagères qui s'amoncellent ici et là. Alors on va me dire que c'est la communauté d'agglo. Mais oui, mais un maire de manière supplétive peut intervenir pour que la commune ne soit pas sale. Et là, récemment, les gens de Cailloux ont mis des ordures. Mais c'était une volonté pour riposter contre ce que l'édilité
ne fait pas aujourd'hui pour les déchets. C'est l'église qu'il va falloir rénover. 1993, la dernière rénovation, c'est José Toribio. C'est les sculptures qui n'existent pas, qui sont salies. C'est le stade, piste et éclairage qui n'est pas exact. Ce sont les écoles qui ne sont pas rénovées. C'est l'école de Cailloux qui n'arrive pas à voir le jour. Plus de 6 ans pour voir une école. Qui en est responsable? C'est un prétendu redressement budgétaire. Et c'est vrai, c'est facile d'avoir un redressement budgétaire. Il y a Covid, vous ne faites rien. Donc les dotations rentrent, forcément, vous diminuez votre déficit. Ça me semble extrêmement grave. Nous sommes malheureusement arrivés au terme de l'émission. Et au prix. Une dernière phrase. Et au prix, madame. Au prix aussi de braderie du foncier lamantinois, la cour de l'école de la Rosière, des choses qui vont être passées en conseil municipal, où on vote un groupe de personnes qui bénéficieront de terres à un prix réduit. Moi, j'ai un plan sur 30 ans pour Lamentin. Et les gens le savent. Je ne suis pas habitué à faire des promesses. Je ne suis pas menteur. Je ne suis pas hypocrite, comme la municipalité actuelle. Je ne dis pas que aucun jeune ne sera sur le bord du chemin. Je ne dis pas que les impôts vont diminuer. Je ne dis pas tout ça. Je ne dis pas que chaque chose qui arrive, c'est de la faute des autres. Ça, je ne le dis pas. C'est une lâcheté. De toute manière, M. Sapotier est un couard de ce point de vue-là. Et j'assume mes responsabilités. Bon, merci. Alors, il avait dit, je termine là-dessus, parce qu'il faut que je lui réponde quand même. Alors nous sommes arrivés au terme de cette émission. Il avait dit ici que j'étais le suceur de roue de Mme Julia. Mais enfin, c'est l'hôpital qui se fout de la charité ici. Qui est suceur de M. Lurel? Qui a été suceur de M. Lurel pour qu'il devienne maire? Sinon M. Sapoti. Et qui ne veut plus voir M. Lurel. Qui est suceur de Mme Julliard, passant un accord nuitamment en 2011 avec Mme Julliard et qui laisse tomber, qui ne trahit sa parole? Qui est suceur de José Toribio avec l'accord qu'on avait ici, qu'on a signé et sur lequel il est noté? Les partis signataires formant la majorité du Conseil s'engagent à ne pas s'allier aux représentants du groupe minoritaire durant l'exercice de leur mandat, ce qu'a fait M. Sapoti. Voilà, c'est lui le professionnel du suçage de roue. C'est lui. Merci. Alors chacun, et je finis par là, chacun a sa motivation. Alors lui, c'est Hitler, ça fait plusieurs fois qu'il cite Hitler. Il a cité Hitler, calomnié, menté, il restera toujours quelque chose, je crois. Alors, il se gourre complètement. Ça fait plusieurs fois qu'il cite Hitler. C'est inquiétant. En fait, cette phrase-là vient de Lord Bacon au XVIe siècle, en Grande-Bretagne, qui disait « calomnier, il en restera toujours quelque chose ». Et ça a été transformé. Son maître à penser, c'est Hitler. Moi, mon maître à penser, ma passion, c'est le Lamentin. Et c'est la population lamantinoise. Je vis ça dans mes yeux. Je vis ça de l'air que je respire. Je vis ça de mon sang. Je vis ça de mon cœur. Et j'ai envie de faire bien pour le Lamentin. Merci José Toribio. Et bien sûr, vous portez la responsabilité de vos propos. Absolument, comme d'habitude. Merci à vous, merci aussi à vous, téléspectateurs. Nous nous retrouvons donc la semaine prochaine avec d'autres invités, d'autres émissions. Excellente soirée à vous. Et merci de m'avoir reçu.